Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue à cette édition de 2022 du Forum de l'OCDE sur la croissance verte et le développement durable. Je suis Jo Tindall, je viens de rejoindre l'OCDE comme directrice de la direction de l'environnement et je suis ravie d'être ici pour entendre cette discussion aujourd'hui. Le forum aujourd'hui et demain va nous montrer l'impact de la double crise économique. Il y a la pandémie et la crise de l'énergie et des matières brutes provoquée par la guerre en Ukraine. Nous allons voir l'impact sur la croissance verte et nous savons que sans les technologies et l'innovation, nous aurons du mal à atteindre les objectifs climatiques et environnementaux. J'ai le grand plaisir d'inviter le secrétaire général de l'OCDE, M. Matthias Cormann, à faire l'ouverture formelle de notre forum cet après-midi. Thank you very much, Joe. Merci beaucoup, Joe. Et moi aussi, je vous souhaite la bienvenue à Monsieur le ministre Nash, à l'ambassadeur Speth, à la sous-secrétaire Peterson, Madame la professeure Mazzucato, chers collègues, bonjour à tous, bienvenue à cette édition de 2022 du Forum sur la croissance verte et le développement durable. Nous allons voir la croissance verte dans le contexte des chocs économiques. Vous vous souvenez peut-être du forum de l'année dernière, nous avions les petites pousses vertes de la reprise qui poussait vraiment. On a vu une croissance sensible et l'année dernière, nous avons vu que cette reprise serait une façon de faire en sorte que l'environnement de la mobilité et du transport soit plus durable. Mais depuis l'année dernière, la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine a provoqué un changement très important. Nous avons vu l'impact humanitaire ressenti par le peuple d'Ukraine et nous avons le choc énergétique aussi avec les prix de l'énergie qui ont augmenté de manière très importante à travers le monde. Et nos efforts qui visent à assurer la sécurité énergétique et à maîtriser les prix de l'énergie sont maintenant en conflit avec nos objectifs pour la transition verte et pour la lutte contre le changement climatique, avec les objectifs à atteindre. Bien sûr, je sais que vous êtes tous d'accord lorsqu'on dit qu'il faut tout faire, il faut lutter contre les coûts supplémentaires de cette crise énergétique. Il faut assurer la sécurité énergétique à court terme, à moyen terme et à long terme. Et il faut respecter l'objectif de la neutralité carbone d'ici 2050. Ce qui veut dire qu'il faut trouver de nouveaux moyens de réduire les émissions et d'assurer les sources d'énergie tout en ayant des modifications de nos façons de consommer l'énergie, avec des changements, mais avec des sauts très importants dans la technique du transport et de la consommation d'énergie. Nous avons de l'innovation, certes, mais ce n'est pas un niveau d'innovation sans précédent. Nous avons vu le développement très rapide des vaccins contre la Covid-19 et nous avons vu à quel point nous sommes puissants lorsque nous avons une coopération scientifique à l'échelle internationale pour réagir face à une crise commune. Nous sommes en mesure de le faire lorsque la mission est claire et lorsqu'on a une solution axée sur les missions. Alors, je vais mettre l'accent sur 3 zones prioritaires que l'on voit. Il faut accélérer l'innovation verte. Il faut faire en sorte que les objectifs soient réalisés. Il faut une meilleure diversification des sources énergétiques avec une adoption plus rapide et plus généralisée des technologies, des
piles, d'autres technologies pour avoir une meilleure efficacité de consommation énergétique aussi, ce qui nous aidera à avoir une meilleure sécurité énergétique tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, il faut des politiques, il faut l'action publique fondée sur les missions et il faut une meilleure efficacité de ces actions axées sur la mission. Il faut des packages coordonnés pour traverser les silos, pour atteindre de manière plus efficace l'objectif de la neutralité carbone. Mais notre expérience ici à l'OCDE nous montre que les actions publiques fondées sur l'innovation n'atteignent pas toujours l'échelle nécessaire. On ne peut pas tout faire uniquement avec des innovations. Il faut vraiment mobiliser plus d'acteurs et plus de ressources. Deuxième point, il faut que les politiques soutiennent la recherche sur les nouvelles technologies telles que l'hydrogène vert. Environ la moitié des réductions de CO2 qu'il faut d'ici 2050 seront basées sur des solutions qui ne sont pas encore commercialement disponibles. Mais nous avons vu que les activités dans les technologies vertes ont diminué au cours des dernières années. Il y a de moins en moins de dépenses publiques dans ces technologies à bas carbone. On a stagné. Dans les pays membres de l'OCDE, la recherche et le développement dans ces technologies bas carbone sont restés au niveau de 0,2, 0,3 ou 0,4%, cela depuis au moins 10 ans. Mais les données de l'OCDE nous montrent qu'un tiers des dépenses consacrées à la reprise post-pandémie dans les pays membres et dans les grandes économies ont un impact positif. Nous avons vu des plans de reprise avec des investissements dans le développement de l'hydrogène vert, par exemple en Allemagne, en France et en Espagne. Le déploiement à plus grande échelle de l'hydrogène vert constitue une évolution importante dans les solutions qui visent la neutralité carbone dans de nombreux pays. Et nous avons l'activité de l'OCDE qui se penche sur les obstacles au déploiement de ces technologies d'hydrogène vert. On cherche par exemple à réduire les incertitudes en défendant des normes internationales, des initiatives différentes et des normes plus robustes. Notre mobilisation, notre programme pour l'énergie propre, la finance et l'investissement encourage les pays à avoir leur propre stratégie et chaîne d'approvisionnement. Troisième point, l'action publique et les cadres réglementaires doivent répondre aux limites auxquelles sont confrontés les petits pays et les start-up dans l'adoption des technologies vertes. Ces sociétés peuvent jouer un rôle clé dans le développement de nouvelles technologies et de business models vers la transition verte. Mais souvent, on se retrouve face à des obstacles tels que dans le domaine des finances, des compétences, des connaissances et des technologies. L'action publique doit permettre aux PME de surmonter ces obstacles liés à leur taille. À titre d'exemple, les pouvoirs publics peuvent lancer des programmes et des initiatives pour avoir un meilleur accès au numérique et aux compétences durables. L'OCDE défend de telles initiatives avec un soutien au niveau international, national et infranational, afin qu'on puisse avoir la réussite dans cette transition verte. Et nous voyons ça avec l'initiative mondiale de l'OCDE sur le numérique pour les PME. C'est précisément à ces moments-ci, dans temps de crise, qu'il faut plus d'élan et plus d'efforts pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Il ne faut pas gaspiller les occasions présentées par cette crise. Il faut plus de développement, il faut plus d'adoption de technologies vertes. Et la pandémie nous a montré à quel point l'originalité de l'esprit humain peut trouver de nouvelles idées, des réponses innovatrices lorsqu'on a des pays, des personnes à travers le monde qui s'engagent en faveur d'une coopération scientifique et technologique internationale. Au cours de ces 2 journées, vous allez partager vos idées pour avoir une accélération
vers la transition verte. Et moi, au nom de tous nos pays membres, je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos discussions très importantes et je m'attends à trouver des résultats concrets et intéressants. Merci. Thank you, Merci, Mathias. Merci, Monsieur le secrétaire général. Je crois que ce message clé résonne beaucoup. Nous savons que nous sommes en mesure de relever le défi, mais il faut reconnaître l'urgence et la responsabilité collective. Alors, je crois qu'on a dressé le contexte là pour notre forum d'aujourd'hui et de demain. Nous avons maintenant des invités de haut niveau et ensuite une séance de discussion. Nous sommes ravis d'avoir les invités de haut niveau. Mathias en a parlé. Mais d'abord, je voudrais demander à notre secrétaire générale adjointe, Kerianne Jones, de prendre le relais en tant que modératrice. Est-ce que vous et les intervenants, est-ce que vous pourriez monter sur scène et je vous confie la gestion de cet après-midi. Bonjour à tous et moi aussi je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Comme on vient de le dire, je suis secrétaire générale adjointe et j'ai la chance d'être responsable du travail transversal de l'OCDE. J'ai la possibilité de voir à travers toute l'organisation pour faire avancer le programme de croissance verte et de développement durable. Comme le secrétaire général vient de nous le montrer, il faut accélérer le rythme de l'innovation et de l'adoption et le déploiement des technologies nécessaires pour la transition verte. Mais est-ce que ces doubles chocs de la pandémie et de la guerre et les crises liées à la guerre, est-ce que ces éléments peuvent être des accélérateurs? Alors, l'objectif de ce forum CVDD est de réunir les comités ou certains comités de l'OCDE pour entamer le dialogue et pour identifier les lacunes des connaissances. Ce forum pourra influencer le travail de l'OCDE, notamment pour le projet transversal qui est pour la construction de la résilience climatique et économique. Nous avons 13 comités différents. Il y a le comité sur les politiques des sciences et technologies, il y a un autre sur l'entrepreneuriat et il y a les PME et l'entrepreneuriat, il y a la politique les politiques d'environnement et d'autres comités encore que je n'ai pas cités. Vous voyez que cette approche transversale reconnaît l'importance des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous avons des délégués ici présents de ces comités. Nous aurons une participation active au cours des séances d'aujourd'hui et de demain. Alors, sans plus tarder, je voudrais vous présenter nos éminents invités qui vont adresser le contexte de notre conférence. Ils vont faire des allocutions clés et ensuite nous aurons la discussion sous forme de panel. Alors, le premier, ou la première plutôt, c'est Madame Mariana Mazzucato. Elle est professeure d'économie, d'innovation et des valeurs publiques à l'Université College de Londres. Elle est directrice fondatrice de l'Institut de l'innovation et d'objectifs publics de l'UCL. Elle est Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana. C'est un prix, j'espère ne pas l'avoir écorché. Elle a eu ce prix en 2021. C'est la distinction civile la plus éminente en Italie. Elle va nous rejoindre en ligne. Ensuite, nous aurons les invités ici présents sur scène que je voudrais vous présenter. Nous aurons M. Stuart Nash, qui est le ministre du Développement économique et régional, du tourisme, des petites entreprises et des forêts de Nouvelle-Zélande. Monsieur le ministre Nash a commencé sa carrière politique en 2008 et au cours de sa carrière, il a été ministre de la police, des recettes publiques, de la pêche et des petites entreprises. Il a été également employé dans le secteur public et privé à des postes de direction. Et ensuite, nous avons Madame Michaela Spett, ambassadrice et représentante permanente auprès de l'OCDE. Elle va prendre
avant de prendre son poste à Paris, elle était ministre adjointe pour différentes responsabilités aux affaires étrangères allemandes. Elle a joué un rôle important dans la création de l'agence IRENA qui est pour l'énergie. Ça, c'est au bureau fédéral à Berlin. Nous avons également Mme Javiera Petersen, sous-secrétaire d'État à l'économie et petites entreprises au ministère de l'économie, développement et tourisme du Chili. La sous-secrétaire a travaillé auparavant à la Banque mondiale et à l'Université de Chili. Et le dernier intervenant, nous serons rejoints par Jens Lundska, qui est directeur adjoint de la direction de la science, de la technologie et de l'innovation à l'OCDE, et il aide à superviser le travail de l'OCDE sur la technologie, la politique en matière de technologie, la productivité, la science et l'innovation, et cela dans le monde numérique, et bien sûr pour la transition vers l'économie verte. Entre 2011 et 2017, il était secrétaire permanent adjoint au ministère des Affaires et de la croissance au Danemark. Alors, je voudrais d'abord donner la parole à notre invitée en ligne, Madame la professeure Mariana Mazzucato, pour ses commentaires inauguraux ici, n'ayant pas le statut de hôte. Bon, c'est formidable. Merci. Bon, merci beaucoup. Et j'étais ravie d'entendre les commentaires du secrétaire général qui sont vraiment en symbiose avec ce que je vais dire. Il a parlé d'urgence, il a parlé de la nécessité d'avoir l'action publique axée sur les missions. C'est ce qu'on fait lorsqu'on part en guerre. Bien sûr, on ne pense pas toujours à une situation de guerre, mais lorsqu'on part faire la guerre, on ne dit pas tout simplement qu'il faut de l'argent. Il faut évidemment une approche axée sur les missions. Et malheureusement, nous n'avons pas relevé les défis de la société pour renforcer nos systèmes de santé, pour réduire les inégalités, pour réduire le fossé numérique et notamment la nécessité de répondre à cette crise climatique. Nous ne l'avons pas fait de la manière aussi sérieuse qu'il faut, où il faut transformer les politiques publiques entre les achats, les partenariats publics-privés et tout en visant les résultats. Alors, il faut vraiment que ce soit axé sur les objectifs. Et pour le climat, je vais vous parler de changement d'état d'esprit. Et on a l'impression qu'on est toujours en situation de réagir. Mais moi, je voudrais qu'on façonne le marché où on travaille de manière volontariste pour concevoir le système afin de pouvoir aborder les problèmes plutôt que de réparer les échecs au fur et à mesure. Comment est-ce qu'on peut façonner et co-créer une économie pour profiter des occasions que nous avons aujourd'hui pour vraiment relancer ces investissements et ces innovations axées sur des missions, mais en travaillant de manière à ce que l'économie soit conçue pour atteindre ces objectifs et tout en livrant la croissance économique, ce qu'il nous faut. Parce que lorsqu'on a besoin d'investissement et d'innovation pour répondre à un problème, c'est ainsi qu'on peut vraiment lancer la productivité des investissements plutôt que de fixer des objectifs et des emplois en pensant que cela va se faire automatiquement. On peut avoir des effets en cascade si vous avez cette économie fondée sur les objectifs. Et je n'ai pas besoin de vous dire que nous sommes toujours en situation de pandémie parce qu'il y a des liens entre le changement climatique et les pandémies de l'avenir. Là, nous avons vu que nous n'étions pas préparés du tout. C'était frappant. Si on réfléchit à l'échelle mondiale, comment est-ce qu'on peut est-ce qu'on a pu être dans une situation sans matériel pour protéger les répondeurs? Comment est-ce qu'on a pu se retrouver dans une situation où nous n'avions pas l'éducation à distance, nous n'avions pas les systèmes d'affaires et nous n'avons pas pu le faire? C'était vraiment une secousse. Alors, c'est bon, nous avons vu que avec la situation actuelle, on est
dans une situation où on ne considère pas que la crise soit urgente, si vous voyez les fonds de reprise de Covid-19, c'était pour des projets liés aux combustibles fossiles et ça aurait été l'occasion d'avoir vraiment la possibilité d'aider financièrement les sociétés qui avaient souffert, mais avec des conditions pour qu'il y ait une meilleure neutralité carbone et un changement de toute la production. Mais ce n'est pas ainsi que nous avons fait. Il y a aussi un grand problème en ce qui concerne la gouvernance des entreprises. Quand vous regardez la situation et le manque de bénéfices qui ont été réinvestis dans le système pour réellement atteindre les objectifs que nous avons, nous voyons qu'il y a un problème de structure des entreprises. On a 6 000 milliards d'acheter des valeurs mobilières avec les options sur action et donc tout cela a permis à réellement des culbutes considérables dans le secteur du pétrole et des gazos et c'est assez intéressant de voir comment ces bénéfices ont été créés par des structures de puissance des monopoles et utilisées pour reprendre des actions et donc il y a eu une augmentation de 2,18% de ces rachats. Alors, bien entendu, la COP 27 a un certain nombre de résultats, les pertes et les dommages, mais ça n'a pas été réellement utilisé pour réellement catalyser cette urgence et trouver des solutions réellement fondamentales. Et ça, c'est comme l'a dit d'ailleurs de manière tout à fait éloquente le secrétaire général de l'OCDE. Donc nous avons des programmes de reprise, de relance. Nous avons aux États-Unis aussi, au New York, nous avons aussi notre programme de relance et pour rediriger notre économie vers la transition verte, le programme vert pour être plus résilient à l'avenir. Mais mon message serait qu'à moins que nous changeons la manière dont le capitalisme fonctionne, changeons la manière dont nous conduisons les affaires et travaillons ensemble, le changement profond dont nous avons besoin pour pouvoir répondre à l'urgence du système ne se passera pas. Ce qu'il faut, c'est avoir réellement un sens d'objectif pour les entreprises. Ça ne suffit pas de parler, il faut agir. Comment est-ce que nous faisons en sorte que toutes les différentes organisations de l'économie travaillent ensemble pour un bien public et commun, pour pouvoir catalyser le type d'investissement dont on a besoin pour l'investissement et pour les conceptions des politiques. Il faut vraiment s'éloigner de cette idée que le mieux que le gouvernement puisse faire, c'est d'essayer au fur et à mesure, essayer de régler ici et là les problèmes. Il y a des externalités vraiment négatives. Il faut les transformer en externalités positives dans le domaine, par exemple, du financement pour régler le problème de l'information asymétrique. Et on a besoin d'outils, mais ces outils ne peuvent pas être conçus pour échouer. Et ils sont conçus pour échouer. On n'a pas des changements de transformation en simplement trouvant quelques solutions ici et là au marché. Les changements vraiment qui apportent la transformation a besoin d'une reconception du marché. Et nous n'aurions jamais été sur la Lune, jamais si l'on n'avait pas fait autre chose que de trouver quelques solutions ici et là aux problèmes du marché. Le programme Apollo était fascinant dans la manière dont ils ont conçu la coopération. La première chose qu'ils ont fait pour aller sur la mode, c'est de changer la manière dont ils faisaient les acquisitions. La politique d'acquisition, ils ont complètement changé. C'était plus fait de la même manière. Ils se sont orientés vers l'innovation. Ils avaient aussi une clause de pas d'accès aux bénéfices. Il fallait une intelligence collective, un travail collectif. Ça n'était pas un pari. Ils ont aussi transformé les défis
à savoir de pouvoir battre les Russes dans l'espace, eh bien, en une mission très concrète, c'est-à-dire d'aller sur la ligne et revenir dans une période de temps courte. Et ils ont eu besoin de beaucoup d'acteurs. Il y avait plus de 400 personnes qui ont participé, et beaucoup de secteurs, pas simplement l'espace. Et donc, il ne s'agit pas, c'est pas la même chose pour l'énergie. Il ne s'agit pas simplement de regarder l'énergie renouvelable. Il faut que tous les secteurs de l'énergie puissent coopérer et résolvent tous les problèmes tout au long du chemin. Et donc, cette manière de traiter des choses doit être de la même manière dont on a traité la mission sur la Lune. Il faut travailler avec la Commission européenne sur les points. Ils ont en fait écouté ce qu'on leur a dit. Souvent, les universités, les universitaires ne sont pas écoutés. Là, ils ont été. Et donc, il y a maintenant un instrument en Europe pour répondre à ces problèmes. Et donc, nous, on commence par les ODD. Il y a évidemment beaucoup d'adjectifs et puis réellement de faire en sorte que tous les secteurs concernés puissent coopérer ensemble. Il ne s'agit pas simplement d'une stratégie secteur par secteur, mais c'est une stratégie qui va vers l'action globale, à savoir que tous les secteurs y participent. Et cela permet de créer beaucoup d'expérimentations dans tous les parties des entreprises. C'est beaucoup de projets qui permet d'ailleurs au pays d'arriver avec des stratégies et de pouvoir avoir de nombreux projets. Mais il faut que ces projets soient orientés vers la stratégie que nous avons en place. Et il n'y a pas un seul ministère de la même manière qui va traiter du climat. Il y a toutes sortes de ministères parce que le changement de cette stratégie climatique va changer la manière dont nous mangeons, dont nous dormons, dont nous utilisons les matériaux pour construire. C'est-à-dire qu'il faut que tous les ministères participent. C'est une approche qui fait intervenir la totalité du gouvernement. Il faut remettre en place nos institutions comme par exemple les banques. Il faut qu'ils apportent des finances à long terme aux entreprises qui sont prêtes à travailler vers justement l'objectif en question. Et il faut un changement de mentalité. Et puis j'ai écrit un deuxième rapport pour la commission. Alors, ce premier rapport parlait de mission, il était vraiment audacieux et portait sur l'ensemble de la société. Il faisait intervenir tous les acteurs. Et c'était une approche qui allait du bas vers le haut. Et il faut évaluer nos investigations. Est-ce que cela crée la dynamique dont nous avons besoin dans l'ensemble de l'économie? C'est ça dont nous avions besoin. Et l'idée, il faut une approche de portefeuille, il faut évaluer de manière dynamique ce qui fonctionne au fur et à mesure du chemin. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait avec le projet d'atterrissage sur la Lune. Et il faut refaçonner les documents, les reconstruire de manière à aller vers un but commun. Et c'est absolument essentiel, ce problème de gouvernance. Comment est-ce que nous partageons à la fois les profits, mais les avantages et les risques? Ça, c'est important. Il est important d'avoir une trajectoire beaucoup plus inclusive. Alors maintenant, je vais dire que tout cela doit faire l'objet d'expérimentation. Nous avons par exemple Barcelone, Valence, Manchester. Dans toutes ces villes, on regarde avec les maires ce qu'on peut faire lorsque l'on conçoit les villes. Il faut donc qu'il y ait une communication entre les locaux et les autorités de manière à faire aussi quelques expériences. À Manchester, par exemple, l'on a aussi une mission de croissance propre. Même chose en Écosse. On a vraiment essayé de mettre en place une banque d'investissement nationale écossaise. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est l'approche des risques de cette nouvelle banque? Quels sont les domaines de mission
Et donc, quand vous êtes une petite entreprise, comme l'a dit le secrétaire général, vous avez un soutien supplémentaire parce que vous êtes petit et vous essayez d'innover, d'investir pour cet objectif climatique. Mais vous n'avez pas d'argent parce que vous êtes petit, mais parce que vous allez vers cet objectif. Et puis, il y a des missions alimentaires, comme en Suède, par exemple, dans les cantines, eh bien, les repas doivent être durables, ils doivent être efficaces. Et dans les pays en voie de développement où les cantines, eh bien, c'est souvent les seuls repas que les enfants ont, eh bien, c'est encore plus important transformer les repas de manière à ce qu'ils correspondent à nos objectifs climatiques. Alors, je voudrais maintenant passer à ma dernière diapo. Le problème de la gouvernance d'entreprise, eh bien, c'est aussi une question de relations privées-publiques. Il ne faut pas avoir le système du passé, en fait. Il faut des conditionnalités en termes d'innovation, d'investissement. Et ce qui est frappant, ici, vous voyez, ceci est le ministre des Finances français. Dans certains eh bien, pays, il y a eu donc des conditions dans l'argent que les entreprises ont reçu pendant la Covid-19. Et donc, c'est bien, oui, nous étions tout à fait en Angleterre prêts à donner 600 millions de livres à EasyJet sans condition. Eh bien, non. Il faut réellement que les valeurs soient au centre de la création de valeurs, de manière à ce que le résultat que nous voulons, à savoir que dès le départ, les conditions seront là pour pouvoir arriver à notre objectif. C'est essentiel. Je vous remercie. J'ai peut-être dépassé mon temps de parole d'un numique. J'espère que ces remarques eh bien, seront utiles pour vous tous et pour les discussions. Merci beaucoup, professeur Mazzucato. Et maintenant, je vais demander à Monsieur le ministre Nash de prendre la parole et de réagir. Je voudrais remercier l'OCDE de toute cette numérisation et des travail sur le numérisation. J'ai promis de ne plus prendre de parole. Alors voilà, je voudrais donc vous parler donc de ce que je fais. Je suis le ministre donc de l'environnement et je voudrais eh bien parler de ce que nous pouvons faire mondialement et que nous pouvons expérimenter. Ce que je voudrais dire, et il y a deux sujets, portent sur deux sujets. D'abord le rôle du gouvernement dans une période de transition et notamment en Nouvelle-Zélande, et puis aussi parler du rôle des micro, petites et moyennes entreprises dans la transformation. Il y a un moment, la direction du gouvernement a été décidée par les marchés et par les forces financières extérieures. Et en fait, c'est un contrôle théorique. Le gouvernement eh bien, accompagnait les choses. Et bien entendu, eh bien, on s'attendait à ce que le gouvernement puisse simplement, lorsque cela allait mal, eh bien, ramasser les morceaux. Mais les choses ont changé. Des progrès fondamentaux doivent être faits de manière à ce qu'on aille dans un domaine de bien-être pour toutes les parties de la communauté. Il faut que nous puissions aider à façonner les gouvernements et les actions du gouvernement, et notamment dans le partenariat stratégique, et d'apporter ce qu'il faut dans les alliances. Depuis les années 80, dans le gouvernement du Nouvelle-Zélande a mené l'autonomie de la Banque centrale, essayer de faire en sorte que eh bien, le système du marché puisse eh bien, aller dans un autre sens dans le domaine de l'innovation et non pas dans le sens de l'échec sur le marché. Et l'objectif essentiel de la croissance économique et de la productivité alimentaire mesurée par la croissance du PIB et du retour aux actionnaires. C'était le système dans les années 80, mais ceci ne fonctionne pas dans un cadre de bien-être. Beaucoup de communautés qui sont absolument au centre de ce que nous voulons faire. Eh bien, nous avons décidé que nous avons besoin de changer d'un modèle de croissance extracteur et qui diminué par la valeur des actions et la maximisation de bénéfices pour aller vers un modèle plus résilient où les gens puissent bénéficier de toutes les politiques, où il y a un investissement réellement pour arriver à une sécurité économique.
Ce modèle est étayé par une stratégie orientée vers les missions et qui permettent de respecter l'environnement et qui n'est pas simplement vu comme des ressources qui doivent être économiquement exploitées pour des bénéfices à court terme. Donc, nous avons une stratégie qui s'éloigne simplement de l'avantage des actionnaires et qui se fait en général aux dépens de l'environnement. Donc, bien que, évidemment, l'économie et les actionnaires sont encore très importants, mais la qualité et la durabilité de la croissance est essentielle. Et donc, nous devons respecter le droit des gouvernances à tous les niveaux et avec des objectifs sociaux. Donc, nous mettons en place un nouveau type de plan économique qui veut refaçonner l'environnement et qui fait que élimine les maux sociaux et qui investissent dans les gens. Cette proposition porte sur les valeurs et non pas le volume. Et nous pensons que le consommateur va de plus en plus chercher des produits qui sont en harmonie avec leurs valeurs. Cette vision fait intervenir une sécurité économique aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais. Et il faut agir dans les 5 domaines, renforcer les connexions internationales, accroître les opportunités, soutenir les aspirations des communautés pacifiques et renforcer nos fondations. Une partie importante, c'est de réformer les institutions et même en créer de nouveau avec un objectif d'innovation, de durabilité, de transformation. Et nous avons créé un cadre de bien-être pour le gouvernement et le budget du gouvernement. Et nous sommes le premier pays dans le monde à l'avoir fait. Communications doivent être essentielles et ce qui doit être mesuré, c'est la stabilité, l'inclusion et la durabilité, la productivité. Et l'objectif de ce cadre, c'est d'élargir les missions du gouvernement. Et en termes de rôle, il y a un partenariat à mettre en place, un partenariat entre le gouvernement et l'entreprise, entre la capitale et les régions, entre les gouvernements et les Maoris. Il est essentiel de contenter toutes les parties, tous les secteurs, et tout le monde doit participer, tout le monde doit en tirer les avantages. Il faut travailler pour les petites entreprises aussi, et il est absolument s'occuper des communautés locales. Ce sont les personnes qui, justement, font le tissu de notre société et vraiment notre civilisation. Et ils ont besoin tous de respect et d'aide. Le défi qui se présente à nos gouvernements pour les 30 années à venir est considérable, mais nous allons essayer de tout faire pour innover, créer de la richesse qui permettra de bénéficier à tous ceux qui prennent des risques, mais ceux aussi qui font dans la communauté. Et l'entrepreneuriat humaine fait intervenir tous les segments de la population. Par exemple, il faut optimiser les avantages de la numérisation. Et nous avons un programme numérique qui va faire que toutes les petites entreprises puissent bénéficier au mieux de ces nouveaux moyens. Et nous allons nous en servir pour le programme aussi de santé. Ce programme présente toute une série d'aides et d'assistance dans le domaine de la santé et il doit correspondre aux changements qui se passent, résilience, innovation, productivité. Dans les 5 dernières années, le gouvernement a investi beaucoup d'argent dans les régions, plus de 4 milliards de dollars dans les projets communautaires. Mais on a aussi aidé les entreprises privées en apportant des prêts, par exemple, pour les starters. Et merci à Mariana pour nous avoir aidés grâce à ses écrits. C'est l'une de mes héros. Je voudrais aussi dire que le projet de transformer notre économie extractive pour permettre une économie
économie durable à l'avenir ne réussira que si l'on arrive à vraiment tirer profit de toute l'innovation, d'avoir des partenariats. Et c'est là que nous aurons une valeur et se concentrant sur la valeur de ce que nous produisons. Nous pouvons l'appeler la co-création ou d'un autre nom, mais nous pensons que le gouvernement a un mandat pour travailler en partenariat avec les entreprises et les communautés pour créer un environnement économique qui correspond à nos objectifs. Et je crois que c'est là que le gouvernement doit choisir d'exercer son mandat. Et c'est ça qui va déterminer le bien-être de nos différentes communautés. Et comme Mariana l'a pensé dans son économie du portefeuille, il y a beaucoup de cas où l'investissement et le soutien a joué un rôle très important dans l'innovation et a façonné l'industrie, le développement et la transformation. Merci, Monsieur le ministre. Maintenant, c'est Madame l'ambassadeur Speth qui va intervenir. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Secretary of State, Je suis là pour remplacer ma secrétaire d'État Jennifer Morgan, qui est toujours à Sharm el-Sheikh, mais nous allons la voir l'après-midi du 25. Alors, je fais un peu de pub là pour les Amis du climat. Mais puisque j'ai été ambassadeur du climat et j'ai traité des questions de sécurité énergétique, on m'a demandé d'intervenir. On a beaucoup dit au sujet de la transition verte et de la sécurité énergétique. Avec la pandémie et la guerre en Ukraine, nous avons ce double choc. Et les crises sont multiples. Il y a la crise climatique, la crise énergétique, la crise alimentaire, l'inflation et la crise de la dette. Mais ces crises créent également des opportunités et la possibilité d'avoir un mouvement sensible en faveur de la transition verte. Et comme on a déjà dit, moi aussi, j'aurais voulu voir plus de financement consacré à cette croissance verte, mais il faut faire face aux réalités. La guerre en Ukraine a accéléré la transition énergétique dans mon pays. Nous avons tiré l'enseignement. Nous voyons qu'il ne fallait pas être dépendant d'un seul pays, il fallait évoluer vers une autre possibilité. Plutôt, nous aurions pu le faire au moment de l'annexion de la Crimée ou lorsque l'Allemagne a décidé de quitter l'énergie nucléaire. Ma petite unité avait publié un document pour dire que l'énergie verte avait un élément important pour la sécurité, mais personne à l'époque ne voulait voir l'importance pour l'indépendance politique. Nous allons voir le problème des silos et il faut vraiment passer à travers les silos et j'espère que l'OCDE sera l'enceinte où nous apprendrons à travailler de manière transversale. Nous savons que la dépendance des combustibles fossiles n'est pas uniquement un effet négatif sur le climat, mais c'est une question de souveraineté politique. Il fallait réfléchir à l'indépendance politique et à la politique énergétique en même temps. Il fallait voir quels outils on avait. Alors, la sécurité énergétique veut dire la neutralité carbone, l'énergie à un prix raisonnable, non seulement en Allemagne, mais partout dans le monde. C'est pour cela que dans le forum de la COP27, l'Allemagne a défendu la solidarité avec les pays les plus vulnérables. Vous savez, avec les résultats de la COP de cette année, que nous avons accepté de créer un fonds spécial et l'Allemagne a accepté de faire des actions concrètes sur le terrain pour la transition verte avec un partenariat avec l'Inde. Ce n'est qu'un seul exemple de plusieurs initiatives phares que nous avons présentées depuis le début de la COP. Mais il n'y a pas de façon parfaite de voir cette réalité. C'est une crise climatique, c'est une menace à notre sécurité
Et nous sommes déjà dans un monde à plus 1,1 degré Celsius. Et nous savons qu'il y a des conflits pour des ressources, pour l'énergie, l'eau, et il y a des crises humanitaires, la migration, l'inégalité et toutes sortes de violences. Et malheureusement, en ce moment, nous nous dirigeons vers une augmentation de 2,7 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, et la situation ne va que s'aggraver. Le coût de cette crise sera énorme. Le seul choix raisonnable est de collaborer à tous les niveaux, au niveau local, régional, national et international. Il faut que l'objectif d'1,5 degré soit réalisable. Il faut une économie pour tous avec un objectif collectif. Mais cette économie zéro émission aura ses implications politiques. Il y aura un changement de l'équilibre de pouvoir à l'échelle internationale. Il y aura des modifications des influences économiques. Il y aura des gagnants et des perdants au cours de cette transformation. Il y a le risque de nouvelles dépendances, de nouvelles alliances, de nouveaux schémas de commerce et d'autres comportements qui changent, avec la création de nouveaux conflits, mais de nouvelles opportunités aussi. Et nous avons vu que les pays producteurs d'énergie fossile doivent savoir que le problème de ces actifs qui ne seront plus des actifs doivent être traités sous forme d'occasion à saisir. On peut le voir pour l'hydrogène, mais est-ce que l'hydrogène est vraiment la nouvelle solution? On verra. La transformation et les politiques d'énergie transformatrices doivent être suivies. Et cette fois-ci, nous ne pouvons pas nous tromper, ce qui veut dire qu'il faut choisir judicieusement nos partenaires. Nous savons que la sécurité économique va de pair avec les droits de l'homme. C'est pour cela que nous avons vu des manifestations parallèles à la COP27 avec des discussions au sujet du climat et des droits de l'homme. Et la COP a finalement accepté de créer ce fonds spécifique aux pays victimes. Et nous avons également nous avons ainsi cette initiative et la possibilité que d'autres initiatives, par exemple celle du G7, soient mises en pratique aussi. Nous avons besoin d'avoir une transformation durable avec de nouvelles idées et des solutions axées sur l'avenir, avec le développement durable. Nous finançons la recherche dans le domaine du développement durable. Nous avons notre stratégie qui est financée grâce à un budget de 4 milliards d'euros avec 4 objectifs clés, là où la recherche peut faire des contributions importantes pour atteindre l'objectif climatique, pour avoir la recherche nécessaire pour préserver les habitats et pour avoir des conditions de vie décentes pour l'économie, la société. Il faut que les sources d'énergie à l'avenir soient fiables, propres et efficaces afin d'avoir la transformation soit vers la neutralité carbone durable et qu'on se libère des dépendances pour assurer notre prospérité à long terme, ce qui veut dire travailler pour une économie fondée sur l'hydrogène. La recherche nous aide à enlever les obstacles, mais ouvre d'autres possibilités. Nous pouvons voir avec l'économie d'hydrogène, on pourra avoir une économie équitable et inclusive. Merci. Thank you, Ambassador. Merci, Madame l'ambassadeur. Maintenant, j'invite la sous-secrétaire d'État, Madame Javier Peterson, à prendre la parole. Hola a todas y todos. To begin by saying thanks to
Je voudrais d'abord remercier le secrétaire général et les autres participants. Je voudrais remercier les responsables de ce forum de nous donner la possibilité de discuter de ces questions importantes. Nous savons que la crise climatique et la durabilité sont les défis clés. C'est notamment le cas dans le Sud où les inéquités sont les demandes sociales les plus importantes et c'est là où on ressent le plus la crise climatique. La crise est très hétérogène avec beaucoup d'inégalités. Les décideurs politiques du Sud doivent trouver l'équilibre entre les demandes à court terme et la pression de développer des politiques et des objectifs à plus long terme. Nous voyons que ces défis sont aggravés par la pandémie et par la guerre avec les répercussions de la guerre. Nous savons que l'équilibre qu'il faut trouver entre la croissance et la durabilité montre que les pays en développement ont choisi d'avoir plus d'industrie, mais malheureusement, les conditions de vie supérieures et les revenus supérieurs sont en conflit avec la durabilité. Mais ce décalage peut être un peu trompeur. Il faut comprendre le changement structurel. Il faut une compréhension exhaustive de la transformation de la production vers la durabilité avec des actions différentes dans différents pays. Et dans le Sud, il faut toujours comprendre non seulement à quoi ressemblerait une économie verte, mais comment assurer la transition vers cette économie verte. Alors, en mettant l'accent sur la transition, il faut voir la structure économique et viser pas uniquement les objectifs finaux. C'est notamment le cas des politiques d'innovation. Selon les secteurs, on a des différences en fonction du contenu technologique des services et des occasions, mais vous avez des périmètres d'application et des sources d'amélioration qui changent avec des différences importantes entre les pays développés et les pays non en développement et entre les géants tels que la Chine et l'Inde. C'est pour cela qu'au Chili et dans les autres pays d'Amérique latine, nous avons vu l'importance de ces politiques et nous avons besoin de politiques de technologie d'industrie pour avoir les compétences nous-mêmes afin de pouvoir diversifier notre infrastructure, changer nos systèmes et avoir de cette manière-là une meilleure diversification des exportations et de meilleures connaissances. Ces compétences doivent venir des technologies existantes et des politiques d'innovation. Il faut reconnaître que le Chili et tous les pays en développement ont besoin de ces capacités pour avoir une transition verte équitable sans dépendre des technologies étrangères. Pour construire ces capacités technologiques, il faut des changements structurels durables, il faut des politiques publiques qui comprennent la relation temporelle entre la production, la transformation et la durabilité environnementale. Cette approche sera intégrée dans le projet de réforme fiscale proposé par notre gouvernement. Ce projet vise une meilleure sensibilisation afin d'avoir des réformes dans un environnement fiscalement responsable. Les objectifs environnementaux visent une transition rapide et équitable, non seulement parce qu'il y aura la fiscalité environnementale, mais parce que cette fiscalité verte pourra financer une transformation technologique équitable dans notre pays. La tarification du carbone font partie de tout système de fiscalité environnementale, mais il faut reconnaître que cette fiscalité verte doit assurer le développement des capacités locales et ne favorise pas l'industrialisation. Il ne faut pas remplacer les émissions locales par des émissions étrangères. Le deuxième exemple, deuxième défi, c'est le financement. Comment financer cette économie verte et
résiliente. Nous travaillons sur un instrument financier avec le mandat pour financer cette innovation verte. Au Chili, nous avons des institutions de développement de différents types, mais nous n'avons pas la coordination nécessaire au niveau national. Pour ce faire, notre gouvernement vise à avoir un instrument national coordonné avec un mandat clair pour financer la transition vers une situation verte et équitable, avec une stratégie claire pour canaliser les financements publics et privés vers des projets ayant des bénéfices sociaux et environnementaux. Pour ce faire, il faut savoir intégrer un mandat vert très clair et un mécanisme de coordination avec les autres institutions politiques, avec la souplesse nécessaire afin de pouvoir s'adapter selon les demandes. Les urgences climatiques évoluent et il faut savoir s'y adapter. La question de la confiance en politique publique est essentielle. En conclusion, je dirais que ce qui est vert, ce qui est durable, sera toujours une définition politique, mais il faut le consensus social. Il faut la démocratie, c'est le prérequis nécessaire pour tout pays afin de surmonter la crise climatique. Merci. Thank you very much, Javier. Merci beaucoup, Javier. Maintenant, je voudrais demander à Jens Lundsgaard de prendre la parole pour parler des résultats récents de l'OCDE sur l'innovation verte. Merci, Kerian. Bon, moi, je choisis d'être optimiste, du moins un petit peu optimiste. Bon, vous vous souvenez du temps où personne ne voulait croire à ces sources anthropogènes, mais en fin de compte, c'est la science qui a gagné. Nous avons compris la nécessité d'écouter la science pour comprendre le climat. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'avancer beaucoup plus vite dans l'exploitation de la science pour trouver les solutions qui nous mèneront vers la transition vers la neutralité carbone. Ici, à la direction STI de l'OCDE, je peux vous dire que c'est un programme que nous allons poursuivre beaucoup plus à l'avenir que nous n'avons fait dans le passé. Que faut-il au monde? Nous avons besoin de deux choses. Nous avons besoin de technologies de rupture, mais nous avons besoin également d'agir vite. Et ce contraste nous laisse perplexes et c'est le leitmotiv de ce que je vais vous dire ici en vous expliquant ce qu'il faut faire. Bien sûr, nous avons besoin de ressources humaines et financières pour la recherche et le développement. Il faut trouver de nouveaux moyens d'orienter pour avoir ces politiques axées sur l'émission. Et il faut relier la science, l'innovation et la transformation industrielle. Nous allons l'approfondir un peu. Nous allons voir les travaux récents de l'OCDE. Comme M. Corman l'a dit, les dépenses R&D pour les technologies à bas carbone sont restées trop faibles pendant des décennies et il faut que cette situation change. Mais les plans de reprise verte nous ont aidés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les gouvernements ont accordé 150 milliards de dollars aux technologies à bas carbone dans le contexte de ces plans de reprise. Mais il faut garder ce niveau de financement. Il faut que ce soit durable à plus long terme afin d'avoir l'interaction nécessaire avec les forces du marché qui viennent de la tarification du carbone et d'autres instruments de ce type-là. Ce qui m'amène à mon deuxième exemple des travaux récents de l'OCDE. Nous avons la comparaison des pays pour voir comment les pays mettent en place ces approches axées sur l'émission pour relever ce défi. Alors, il y a des stratégies nationales en matière d'hydrogène et nos collègues ont examiné la mise en œuvre de telles politiques dans plusieurs pays. Et je peux dire que la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne et le Chili ont de bons résultats. Bravo.
Et vous avez des résultats tellement réussis que nous voulons généraliser cette approche. Bon, c'est bien pour le secteur de l'énergie, ça c'est le premier défi climatique, mais nous avons besoin d'une transformation beaucoup plus vaste du secteur privé. Et ce type d'approche où on s'assied pour dire que faut-il dans tel secteur, que ce soit axé sur la mission pour avancer, ça pourra nous aider. Si vous prenez par exemple l'acier, un secteur ancien, vous savez, et qui n'est pas vraiment favorable à l'environnement, c'est un vrai défi. Et de quoi on parle? Eh bien, il faut mettre en sorte d'y consacrer de l'innovation et de la recherche. Nous avons parlé par exemple, des énergies vertes. Quand vous avez fait au-delà de l'oxygène, eh bien, en général, lorsque ça a été fait, eh bien, ça a été échangé internationalement. Mais on ne veut pas que ça soit finalement du greenwashing. Et un autre exemple, par exemple, eh bien, à l'OCDE, nous avons quelque chose que nous appelons le comité de l'acier. Nous avons aussi le comité de la construction navale. Et il faut eh bien, le transformer avec autre chose, pas l'hydrogène, mais l'ammoniac. Et l'ammoniac, comme beaucoup de personnes le disent, eh bien, c'est légèrement du poison qu'on a utilisé justement pour embêter les gens. Mais ça pourrait nous permettre eh bien, d'utiliser cela pour l'avenir et pour construire des bateaux. Donc voilà, donc c'est le lien que nous devons ajouter et que nous devons coopérer avec le STI là-dedans. Donc la recherche, la science et l'innovation sont essentielles, mais comment est-ce que l'on fait pour que les choses avancent rapidement au niveau vraiment de base, c'est-à-dire construire des bateaux qui puissent, ou des navires qui puissent en fait fonctionner. Alors je vais pour conclure eh bien, lancer un défi au dicton habituel, à savoir que la recherche de base et fondamentale doit être dans les universités qui sont financées un peu par le gouvernement, et puis l'industrie fait de la recherche, et là il y a des allègements d'impôts. En fait, ce type de système n'est pas bon si l'on veut aller vite. Donc il faut revenir sur ce problème, c'est-à-dire que l'on veut des technologies de rupture, d'avant-garde, et pour cela, il faut agir rapidement. Et ce que je dirais, c'est que ce que j'ai vu de plus fascinant, c'est d'aller sur le terrain, dans des laboratoires de la vie donc réelle. Au Danemark, on a des choses que l'on appelle les laboratoires verts, et on voit des petits entrepreneurs qui travaillent par exemple dans le domaine de l'alimentation, et on dit avec qui vous coopérez? Eh bien, ils vous disent moi je suis en contact avec les entreprises de biotechnie et les professeurs de biochimie les plus à l'avant-garde. Et puis, on a aussi des gens qui sont en costume bleu et qui optimisent les processus de ces recherches biotechnologiques. Et bien, ce type d'association de recherche à l'avant-garde des universités, et puis les objectifs dont on a besoin pour limiter les coûts et faire en sorte que tout fonctionne dans la pratique, met à part les technologies anciennes, et elles sont écartées parce que l'on a de meilleures initiatives. Et c'est ce que nous essayons de faire, et c'est peut-être là où nous pourrons être utiles. Merci beaucoup. Merci à tous nos orateurs, et je crois que vous pouvez voir qu'ils ont bien présenté les défis d'innovation de beaucoup de perspectives. Et ce que nous allons faire maintenant, nous allons avoir une discussion entre nous tous. Et d'abord, j'ai une question pour le professeur Mazzucato. Vous êtes encore en ligne, très bien. J'ai une question pour vous parce que je sais que vous devez partir, et je vais lui demander d'abord une question, et puis ensuite me retournerai vers les autres orateurs. L'introduction de politiques vertes ambitieuses a souvent été freinée à cause d'inquiétudes quant à leur impact social négatif sur certains travailleurs ou communautés. Dans votre travail, vous plaidez pour l'introduction de mesures politiques visant à prévenir l'inégalité plutôt qu'à simplement l'atténuer. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette approche prédistributive? Comment est-ce qu'elle peut contribuer à renforcer le soutien
à l'innovation verte, mais aussi ce qui pourrait régler les questions qui sont considérées comme un impact social négatif. Merci pour cette question. Merci à tous les autres orateurs. Vos commentaires et vos réflexions étaient extrêmement utiles. En fait, qu'est-ce que ça veut dire prédistribution? C'est comment est-ce que nous façonnons la relation entre les différents acteurs dans notre système économique pour eh bien, avoir une relation qui fonctionne bien dès le départ, pour qu'on n'ait pas ensuite ramassé les morceaux à la fin. Comment est-ce que l'on travaille dès le départ pour le bien public? Pensez par exemple au vaccin pendant la Covid. La mission, eh bien, le vaccin, c'était la mission, et vacciner le monde dans son ensemble était une mission. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, la propriété industrielle pour cette rapidité, par exemple, le modèle AstraZeneca et ensuite le système avec AstraZeneca, les prix et les coûts ont été négociés pour être vraiment faibles, de manière à ce que le vaccin soit plus accessible. Et c'est exactement ce dont on avait besoin. L'organisation aussi de rapidité était là aussi. Lorsque l'on regarde, par exemple, la loi sur la construction, vous savez, vous avez des fonds qui arrivent dans le système et on a besoin d'investissement, donc c'est très bien. Et comment est-ce que nous incrustons cela avec des conditionnalisés, par exemple, empêcher d'utiliser ces fonds pour utiliser des actions? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les achats sont verts et qu'on fait que les petites entreprises peuvent bénéficier de ces fonds et que l'on aille dans le sens de l'innovation, comme ce qu'on peut aussi faire, que tout dépend de l'entreprise qui intervienne pour voir qu'elle réponde aussi aux bons défis. Donc, toutes ces conditions ne devrait pas être considéré comme un coup de bâton. En fait, je n'aime pas ce mot de condition. En fait, ce serait plutôt un contrat social, une autre manière de travailler ensemble, avec cette création de valeurs collectives au centre. Et cette idée de partenariat, ça n'est pas quelque chose qui est complètement normatique. Tout dépend comment ce partenariat est conçu. Et c'est pour ça que je pense que le concept de valeur des parties participantes est fondamental et ça doit être construit dès le départ dans la relation entre les différents acteurs. Et aussi, l'inégalité, ça aussi, ça a un écho dans un moment où les bénéfices augmentent, mais les salaires n'augmentent pas. Ça ne va pas. Mais la manière de régler cela, c'est de s'assurer que les voix des travailleurs soient aussi entendues dans la valeur des actionnaires. C'est le cas en Scandinavie. Vous avez des entreprises très compétitives qui ont les représentants des salariés au conseil de direction. Donc, il faut avoir ces partenariats et ces liens aussi bien à l'intérieur du conseil de direction, mais à l'extérieur aussi. Et ça, c'est important. On a beaucoup apprécié la politique de la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, j'ai parlé au gouvernement néo-zélandais pour avoir ces valeurs au centre du système et d'avoir un lien entre les entreprises au niveau aussi bien moyen que au niveau macro, où vous avez ce tableau de bord où vous avez pas simplement un objectif. Par exemple, regardez simplement le PIB, mais ça ne suffit pas. Il faut associer toutes les orientations, avoir tous les secteurs qui travaillent ensemble vers le même objectif, que vous ayez cette microéconomie et macroéconomie qui aillent dans le même sens. Merci beaucoup. J'ai une autre question, une question de suivi, parce que le mot clé aujourd'hui, c'est l'urgence. Et comment est-ce que l'on peut travailler à ces conditions bien avant? Regardez le contrat social dans une période d'urgence. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que les politiques peuvent aller aussi vite que l'innovation? Parce que ça, c'est un défi auquel nous sommes confrontés. Est-ce que vous avez une minute pour en parler? Oui. Je crois qu'il y a deux points différents. D'une part, il ne faut pas vraiment faire du micromanagement. Il faut des conditions très larges. Comment vous le faites, c'est comment vous le faire. Par exemple, quand en Allemagne, eh bien, il y a un emprunt qui a été créé pour les industries de l'acier, il n'a pas dit au secteur de l'acier comment faire son travail, mais ils l'ont fait en mettant en place
des technologies de recyclage dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Et c'est pour ça que d'ailleurs la production de l'acier en Allemagne et en Suède est tout à fait verte. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait cela pour avoir ce prêt. Maintenant, aider, mais sans micro-manager, micro-gérer. Mais de toute façon, il faut un contrat. C'est pas parce que on va vite qu'on n'a pas de contrat. En fait, c'est qu'on est devenu un peu paresseux. En fait, quand vous n'avez pas à parler, vous n'avez rien à échanger au dîner, votre mariage, eh bien, c'est tiole. En fait, là, il faut vraiment la bonne. On a parlé beaucoup. Du verdissement, mais on n'a pas parlé du contrat vert, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'intéresser à la conception de ces contrats. Les contrats, ils existent, mais il faut que ce soit les bons. Merci beaucoup. Je sais que vous devez nous quitter, mais merci vraiment beaucoup pour votre participation et vos commentaires. Nous avons vraiment apprécié. Alors maintenant, je me retourne vers les autres orateurs et j'ai plusieurs questions. J'en ai une qui concerne vous tous et il porte sur maintenant, en fait. Et le secrétaire général en a parlé. Et en fait, que pensez-vous de comment la pandémie Covid-19, la crise énergétique influence le débat sur la science et l'innovation verte? Et puis une question peut-être plus directe, maintenant que la COP est terminée, eh bien, comment les priorités ont-elles changé compte tenu également des résultats de cette COP en Égypte? Qui veut répondre? Oui, ambassadrice, pardon. Madame l'ambassadrice. Oui, vous m'entendez? Je ne crois pas que les priorités ont changé. Je crois que l'urgence augmente et le besoin de sciences vertes et l'innovation sont plus importants que jamais. La crise actuelle montre bien qu'on a besoin d'une transition verte et d'innovation. Il n'y a pas d'autre choix. Je crois que l'on a vu comment dans l'innovation, eh bien, le facteur vert intervient et est aussi une question géopolitique. Ça, c'est le côté de mon mandat qui revient. On a montré que, eh bien, nous devrons voir ce qui va se passer, mais la question aussi qui est essentielle, eh bien, c'est comment est-ce que l'on fait en sorte que le secteur privé peut investir. Ce n'est pas simplement de l'argent public qui doit travailler. Peut-être qu'il faut que, eh bien, ce que BMW a fait doit être fait pour Krups et les autres. Mais il est important d'obtenir de l'investissement. Mon père était un gestionnaire. Ils avaient toujours de très bonnes idées. Ils avaient beaucoup de bonnes idées dans leur tiroir. Ils avaient des solutions. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils soient appliqués. Et vous savez que, comme le document de l'Agence de l'énergie a dit, nous avons besoin d'investissements pour le faire. Et la manière dont nous calculons nos objectifs climatiques sont basés sur cela. Merci. D'une certaine manière, on avait des discussions sur comment est-ce que nous pouvons mettre un prix sur le carbone. Alors, on avait des systèmes d'échange, etc. Mais d'une certaine manière, dans cette horreur de crise que nous traversons, la bonne chose, c'est que le prix, il existe. Et ce que l'on voit souvent, c'est que beaucoup de pays, d'entreprises, eh bien, finalement, ne savent pas comment résoudre la crise du gaz. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on pense à la Pologne. Moi, je propose qu'on s'asseye autour d'une table demain et que nous disions, eh bien, qu'est-ce que nous faisons avec les pays qui ont beaucoup de déchets agricoles et comment est-ce que nous pourrions faire du biogaz? Qu'est-ce que cela demande pour que l'on développe cela? On a déjà des recherches dans plusieurs universités polonaises et quelles sont les implications pratiques? Nous pouvons bénéficier en fait de cette situation de prix élevé.
Moi, je dirais les choses différemment. Mariana a parlé de contrat social. Je suis tout à fait d'accord. Mais dans les contrats, il y a des obligations des deux côtés. Et si l'on peut obtenir simplement un petit peu de notre objectif, on peut avoir vraiment une histoire extrêmement puissante pour beaucoup de gens sur la valeur de changement. Et je ne crois pas que nous n'avons pas été vraiment effectifs, si vous voulez que je sois franc. On a beaucoup de joueurs très puissants qui ont été au COP, qui ont beaucoup parlé pendant les COP, mais très rarement ces ambitions ont été appliquées sur le marché, sur le réel. Et nous avons besoin de ça. Nous devons ça à nos populations, à nos entreprises, à nos familles. Si nous ne trouvons pas la bonne solution, les implications pour nos enfants, grands-enfants, sont terribles. Ça sera une histoire très difficile à raconter. Et le changement, c'est cher, ça prend du temps, mais les gens ne savent pas trop quels seront les résultats, mais il faut le faire à petite échelle. Et puis ça fera que les gens pourront s'arrêter pendant quelque temps et regarder ce qui est important pour eux, pour que leur pays continue d'avancer. Et les gouvernements dépensent beaucoup d'argent pour que les entreprises continuent à fonctionner, que les gens continuent à travailler, mais sans regarder ce qu'un nouvel avenir dans un monde post-Covid pourrait avoir l'air. De quoi il pourrait avoir l'air. Et donc, les politiques sont entrés dans un nouvelle sorte de dialogue avec les communautés. Et il faut faire en sorte que l'avenir soit différent du passé que nous venons de quitter. Mais il y a encore de grandes discussions à faire, pour qu'on arrive au résultat que nous voulons. Merci. Faire en sorte que les gens entendent les messages pour qu'ils soient motivés. Je voudrais ajouter un commentaire très bref. Je pense que les priorités n'ont pas changé, bien entendu, mais je dirais que peut-être la manière dont le monde fait face aux anciennes priorités a changé un petit peu. Je voudrais souligner juste l'un des résultats de la COP 27 qui a été mentionné et qui porte sur la création de ce fonds particulier pour les pertes et dommages. Pour la première fois dans l'histoire, et un groupe de pays à un sommet mondial s'est mis d'accord pour payer les pertes et dommages dus aux événements extrêmes climatiques dans le monde. Moi, je dis que ça, c'est la création de ce type de fonds et de politiques qui nous feront avancer. On en a parlé pendant des années et très souvent, il y a eu beaucoup de résistance face à ces propositions du Nord, des pays du Nord, mais aussi même des groupes dans les pays du Sud. Et je pense que c'est un bon changement dans les politiques qui doivent être inclus dans ce type de discussion. Et c'est absolument fondamental et c'est une bonne nouvelle que cette fois-ci, on soit arrivé à un tel résultat. Oui, la création, en effet, de ce fonds est très important, mais il est en discussion depuis beaucoup de temps. Mais maintenant, nous allons passer à une autre question que je vais poser à nos orateurs. J'ai une question tout particulière pour les trois panélistes. Il y a souvent un décalage entre l'investissement, et d'ailleurs c'est une question très répandue, un décalage entre l'investissement à long terme nécessaire pour soutenir la recherche fondamentale et le cycle électoral des pays, qui a tendance à être plus clair. On le voit souvent. Et par ailleurs, nous avons constaté que les plans de relance étaient pratiquement axés sur le déploiement de technologies déjà existantes plutôt que sur la promotion de l'innovation précoce et la recherche fondamentale. Comment est-ce que les gouvernements peuvent-ils trouver un équilibre entre la nécessité à court terme d'accélérer l'adoption de technologies déjà évolutives et la nécessité à long terme de soutenir le développement de technologies de pointe? Je crois que c'est vraiment un défi que nous avons tous et que nous voyons partout. Qui voudrait prendre la parole? C'est une question facile. Mais vous me regardez tous. Mais vous savez que c'est une question très intéressante. Parce que dans l'histoire, oui,
c'est une problématique. Mais je pense que nous en sommes à une situation où, politiquement, le climat est très intéressant pour beaucoup de pays. Et il se pourrait que nous arrivons dans cette zone où il est possible d'obtenir des soutiens et des soutiens d'ailleurs à très long terme pour trouver des solutions à la transition énergétique. Moi, ma réponse serait, il y a quelque chose qui est fondamental. Si on arrive à trouver comment utiliser la recherche de fondamentale rapidement, eh bien, c'est là que les politiques orientées sur les missions sont importantes parce que ça donne la possibilité de parler ensemble, mettre ensemble les réglementeurs, les législateurs, les entreprises, l'industrie, les politiques pour travailler à un objectif qui vale réellement l'appel pour nos objectifs. Donc, un nouveau type de capitalisme. Donc, si vous me permettez, je suis optimiste, mais je suis optimiste parce que nous commençons déjà à avoir cette discussion sur quelle est notre mission. Et je crois qu'il y a vraiment soutien pour que nous attaquions à cette mission. Si on est déterminé, si on peut convaincre tout le monde, eh bien, je crois qu'on a une chance d'y arriver. Par exemple, l'innovation du côté col bleu est fondamentale. Voilà. Merci. Madame l'ambassadeur. Oui, moi je dirais qu'un des points forts de l'Allemagne, bon, d'abord nous avons du personnel bien formé et la main-d'œuvre. Et bien sûr, nous avons ce qu'on appelle les champions cachés en Allemagne, notamment pour les travailleurs des PME, mais nous avons toujours eu un financement fédéral pour la recherche fondamentale, et ce n'est pas uniquement au bénéfice des universités, mais également pour les acteurs industriels. Mais il faut dire que maintenant, il faut que tout soit vert. C'est la tendance récente. Il faut que tout soit vert pour attirer un financement. À titre personnel, j'ai l'impression qu'on met trop l'accent sur l'hydrogène vert. Je crois qu'il faut regarder plus loin. Je crois qu'il faut voir d'autres types de piles, d'autres matériaux. Je vous ai déjà parlé de dépendance de certaines sources d'énergie ou de certaines matières brutes. Il faut faire attention qu'on ne crée pas d'autres dépendances et il faut des recherches à long terme là. Mais avant d'occuper ce poste d'ambassadeur, je faisais partie du groupe de l'énorme projet créé par le gouvernement allemand consacré à l'hydrogène, et on avait un énorme investissement avec toute l'équipe de tout le pays réunie de ce côté-là. Mais il ne faut pas négliger d'autres domaines tels que la biodiversité, l'intelligence artificielle et le champ d'application est très vaste. Et excusez-moi, je viens de recevoir un message, je dois voir le secrétaire général. Merci. Moi, je pensais à une question d'ordre politique et économique. Il y a toujours un mix d'actions publiques. Moi, je dirais qu'une transition verte, une transition équitable et une transition rapide doit avoir un mécanisme de consensus. C'est une condition nécessaire pour la conception de toute politique ou pour toute institution qui cherche à avoir une influence dans la prise de décision politique. Bien sûr, une meilleure gouvernance va améliorer les conditions sociales et on pourra avoir un meilleur consensus social en faveur de la durabilité. Mais je voudrais peut-être appuyer ce qui a déjà été dit. Ce qui est vert, ce qui est durable, c'est une question politique. Il faut
que nous acceptions tous une définition du même concept, que nous, ici, dans cette salle, que nous acceptions tous le même concept. Et ce n'est pas quelque chose qui change. Bien sûr, il y a les valeurs démocratiques. Il faut renforcer les institutions démocratiques. C'est un élément important de tout programme qui intègre des politiques qui cherchent à résoudre la crise climatique. Il faut un bon mix politique, il faut une bonne participation de tous les acteurs, des experts, bien sûr, mais également des membres des populations locales qui subissent les effets de ces changements et de ces politiques. Et il faut promouvoir des activités à l'échelle locale où on crée une vraie valeur ajoutée. Il est important d'avoir ces capacités technologiques, il faut les conserver, les renforcer de manière équitable et de manière rapide. Oui, la gouvernance est toujours importante, que ce soit pour la communication ou pour les mécanismes et les institutions de grande transparence. Et pour la dernière question, je voudrais vous demander, Monsieur le ministre, répondre. Vous avez déjà parlé des PME et nous savons que nous ne pouvons pas avoir la transition que nous cherchons sans la participation des PME. Et nous savons qu'il y a une empreinte carbone importante, mais elle joue un rôle clé. Comment est-ce qu'on peut avoir le soutien politique pour avoir le développement des compétences nécessaires pour plus d'innovation des PME, pour une meilleure adoption et adaptation aux technologies vertes? C'est une excellente question et c'est une question dont nous débattons au gouvernement. Nous avons fait une étude et nous avons vu que l'enquête montrait que 45% des PME comprenaient ce qu'il fallait faire et qu'il fallait une décarbonation vers un avenir vert. Ce qui veut dire qu'il y en a 55% qui ne comprennent pas. Mais il y a des éléments à mettre en place. Il faut la numérisation, il y a des politiques spécifiques. Alors, lorsque je parle d'un témoignage convaincant, il faut que le récit montre aux PME la valeur de ces changements, parce que beaucoup de ces petites entreprises sont gérées par des personnes qui ont des difficultés en ce moment, après la pandémie, avec l'incertitude de l'économie à cause des activités dans le monde. Et maintenant, on veut leur imposer la transition verte. Et nous avons notre Premier ministre qui défend de manière active cette transition. Alors, il y a vraiment beaucoup d'efforts consacrés à ce travail auprès des PME. Mais la clé, c'est la communication efficace. Il faut que les PME comprennent cette proposition. Et je dirais que si une petite entreprise a peut-être une politique ou une stratégie volontariste pour atténuer ses émissions, peut-être qu'il y aura un avantage concurrentiel, mais je vous dirais que dans 5 ans, une PME qui n'a pas de stratégie d'atténuation de son empreinte carbone, elle souffrira beaucoup parce que de plus en plus de consommateurs recherchent des services et des produits qui reflètent leurs valeurs. Et puisque nous avons plus d'offres, plus de demandes, nous voyons les jeunes qui manifestent dans la rue, qui sont motivés par le changement climatique. Alors les entreprises doivent comprendre la pression du marché, la pression des consommateurs pour suivre ces tendances. Et nous sommes là pour les aider, mais bien sûr, on ne peut pas leur imposer ces comportements. Bon, merci beaucoup et je voudrais remercier nos intervenants invités. Et pour résumer, je peux citer quelques mots-clés. On a vu qu'il
Il y a la communication qui joue un rôle clé de plusieurs manières dans la recherche, dans différents secteurs, différentes communautés, différents niveaux de gouvernement. Et ensuite, il y a la proposition de valeur. Il faut convaincre les citoyens de la nécessité du changement, de voir ce qui est en jeu et ce qui va coûter à court terme et à long terme. Et ensuite, on a la gouvernance, la démocratie, la transparence. Ce sont des mots-clés lorsqu'on parle d'innovation parce que parfois, on néglige ces aspects-là. Et comme Jens nous l'a dit, il faut garder notre optimisme. L'optimisme et l'énergie doivent être sauvegardés. Et sur ce, je voudrais vous je voudrais vous demander de remercier nos intervenants, nous avoir lancé la discussion de manière aussi dynamique. Merci beaucoup.